Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire en collaboration avec le Trends Gazelle. Je suis Nora Adouf, je travaille depuis maintenant de nombreuses années chez Robert Half et je suis responsable pour l'équipe administrative pour la région de Wallonie et Luxembourg. Alors, merci et bienvenue également à nos trois intervenants, donc Brigitte Malou, Axel Kupiciewicz et Joël Poilvache. Je leur laisserai le soin de se présenter juste après. Alors, sachez que durant le webinaire, vous pouvez poser toutes vos questions dans la partie Q&A. Donc, c'est l'onglet que vous retrouverez dans le bas de votre écran. Nous y reviendrons par la suite. Donc, à la fin du webinaire, nous prendrons alors 15 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Et alors, Brigitte, Joël et Axel, je vous laisse la parole. Brigitte, je te propose de te présenter brièvement d'abord. Brigitte Malou, je suis administrateur délégué du domaine des grottes de Han depuis maintenant 2011. Avant cela, je n'étais pas du tout dans le secteur du tourisme ni même du B2C, puisque j'ai plutôt travaillé dans le monde industriel. Je suis juriste de formation et également économiste. Et j'ai eu différentes fonctions, d'abord comme avocate et puis ensuite comme secrétaire générale, puis comme responsable projet, enfin des fonctions très différentes. Et je me suis retrouvée donc, au domaine des grottes de Han, tout simplement parce que c'est une société familiale et que je suis une des nombreuses descendantes du fondateur. Et donc, j'ai repris les rênes en main en 2011. Super, super, super. Merci Brigitte. Axel? Alors, Axel Kupiciewicz, donc je suis le fondateur et l'administrateur délégué de l'ASEA. Alors, l'ASEA, c'est une société de haute technologie spécialisée en laser. On fabrique en fait des lignes de production qui vont produire des objets qu'on vend en fait au plus grand nombre aux quatre coins du monde. Et on a la particularité d'avoir une croissance assez forte, vu qu'on est passé en 8 ans de 12 personnes à 107 équivalents temps plein maintenant. On a 4 sites répartis, 5 sites maintenant, avec un site aux États-Unis, un site en France, en Suisse et 2 sites en Belgique. Super, merci Axel. Et donc moi-même, Joël Poilvache, ça fait plus de 24 ans que je suis dans le monde du recrutement chez Robert Half. Aujourd'hui responsable de la Wallonie, du Luxembourg et de tout ce qui est interim management en Flandre. Et j'ai eu évidemment la chance de connaître beaucoup de circonstances de marché différentes, des circonstances de crise, des circonstances de croissance. Notre mission évidemment chez Robert Half, quel que soit le marché, c'est d'accompagner nos candidats dans leur développement professionnel et bien sûr nos clients dans leur développement et leur croissance. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être le facilitateur de ce webinaire pour demander à Brigitte et Axel, deux dirigeants passionnés, de nous parler de la croissance de leur entreprise. Et donc, on va aborder les pourquoi et les comment de cette croissance, les opportunités que la croissance offre, mais aussi ses défis, bien sûr, la culture d'entreprise qu'ils développent pour stimuler cette croissance, ainsi que l'importance clé de l'attraction et de la rétention du personnel qui crée cette croissance. Et enfin, en guise de conclusion, Brigitte et Axel nous partageront aussi brièvement leur vision d'avenir à court moyen terme pour leur entreprise. Et donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par demander à Brigitte d'abord, Axel ensuite, comme question d'introduction. Finalement, pourquoi la croissance? Et donc, Brigitte, je te passe la parole. Écoute, quand j'ai repris les rênes en main en 2011, on était en érosion de visiteurs, mais en érosion de visiteurs depuis plus de 10 ans. Donc, pourquoi de la croissance? C'était absolument nécessaire, sinon on ne serait plus là. On était déjà dans le rouge depuis quelques années et voilà. Donc, la croissance, ça peut être une nécessité pour pouvoir simplement survivre. Mais en plus, la croissance pour nous, je dirais qu'elle est au cœur de notre mission. Une certaine croissance, parce que notre mission, moi, je la définis en 3 mots, c'est partager ses merveilles. Nous avons la chance donc d'être détenteurs d'un site naturel qui est d'une beauté et d'un intérêt exceptionnel, qui a un rayonnement international. Et ce qui a animé le fondateur et qui continue à nous animer tous les jours, c'est qu'on veut les partager. Parce que voilà, c'est trop beau et on veut que le monde entier vienne voir ces merveilles. Et d'autre part, pour partager, il faut préserver. Donc, on a un rôle important de préservation du site et de la nature, ce qui demande des ressources. Et donc, on ne peut pas partager sans préserver. On ne peut pas non plus préserver
sans partager, parce que préserver demande des ressources et en fin de compte, ce sont nos visiteurs qui nous permettent de préserver. Et donc, on est là vraiment dans un lien harmonieux, un équilibre harmonieux entre partage et préservation, ce qui est le propre de l'écotourisme, en fait. Tout à fait, tout à fait. Très bien, merci. Et Axel, un autre type de secteur, évidemment. Et pourquoi la croissance dans une société comme l'ASEA? Alors la croissance pour nous, c'est aussi une nécessité, hein. Je veux dire, si on n'a pas une certaine taille, on n'est pas capable d'innover dans nos secteurs qui bougent très vite. On est obligé d'innover, mais c'est aussi lié, un peu comme Brigitte, à notre raison d'être finalement, vu que avec les technologies laser, on peut vraiment contribuer à un futur qui est plus durable. Je m'explique. En fait, nous, on transforme de l'électricité en lumière et simplement de la lumière va venir découper des matériaux, les texturer. Et grâce à ça, en fait, on peut vraiment remplacer des technologies qui sont plus polluantes ou alors éviter des quantités de matière très importantes, vu que nos lasers permettent d'avoir des précisions qui sont de l'ordre de 50, 250 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu. On peut avoir les mêmes fonctionnalités sur un produit, mais en le rendant très très petit. On pense aux microbatteries ou à des systèmes médicaux. Et enfin, ça c'est les dernières petites choses, on est arrivé à des tels niveaux de précision qu'on est capable de répliquer ce que la nature a fait de plus beau. Donc je vais prendre un exemple, une peau de requin, par exemple, facilite le dynamisme du requin. On va répliquer cette texture sur des produits pour améliorer l'aérodynamisme, par exemple, et augmenter l'efficacité énergétique. Donc voilà, c'est un peu lié cette croissance à notre vision, à notre mission, comme Brigitte. Tout à fait, tout à fait. Et dans cette croissance, Axel et Brigitte, quel est finalement le rôle aussi de vos actionnaires et qui sont vos actionnaires et quel est leur rôle? Peut-être Axel pour commencer? Oui, donc en fait, nous, donc j'ai créé la société il y a 20 ans, j'avais pas beaucoup d'argent, je sortais des études, donc j'avais pas, enfin voilà, j'avais appelé les amis pour rentrer dans le capital, on va dire. Et puis ça demande des moyens, les technologies sont relativement chères, il a fallu investir beaucoup en R&D, beaucoup en matériel. Et, et j'ai eu la chance finalement, dans mon secteur, de rester à Liège. En gros, souvent, quand vous obtenez une taille de 20 à 40 personnes, vous êtes courtisé par des grands groupes internationaux, principalement américains. Et souvent, les sociétés sont cédées et puis avec un gros risque de délocalisation. Et ici, je pense qu'en Wallonie, en Belgique, on a la chance d'avoir des acteurs locaux comme Mesinvest, c'est Neuchac maintenant, et la SRIW, qui m'ont aidé en fait avec le parcours à continuer à pouvoir investir dans la R&D, dans le matériel, pour garder cet ancrage local. Et une petite anecdote, c'est qu'il y a 5 ans maintenant, 4 ans, on avait un fonds d'investissement international dans notre capital. Lui, voilà, il voulait passer un exit. Et on a décidé avec le personnel, avec Neuchac, avec SRIW, de racheter ce fonds et de continuer l'aventure à Liège. Et c'était une très bonne décision, vu qu'on a encore bien grossi depuis. Et ça a permis aussi de faire rentrer le personnel au niveau de la société et d'avoir un fonds du personnel. Donc chaque employé, après 6 mois, peut devenir actionnaire de la société. Et c'est pour moi aussi intéressant, ça va être peut-être dans tes questions après, mais ça m'oblige à une transparence au niveau des comptes, à donner du sens aux décisions que je prends, parce que finalement, mes employés sont aussi mes actionnaires. Et donc, c'est quelque chose que je conseille à chacun. On y reviendra certainement un peu plus loin parce que c'est certainement aussi un des éléments de rétention du personnel, ce côté actionnariat du personnel. Et Brigitte, au niveau des Grottes de Han, comment se constitue l'actionnariat et qu'est-ce qui est important pour toi dans cette constitution? Donc, notre actionnariat remonte à 1856, puisque la majorité des actions est encore détenue par les descendants du fondateur. Mais nous sommes déjà plus que 200 actionnaires familiaux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons, donc pour financer notre développement, nous avons fait une augmentation de capital récemment. Nous avons proposé que les actionnaires historiques puissent souscrire la moitié. Et nous avons voulu ouvrir l'autre moitié. Et là, on a fait un placement privé et nous avons choisi de nous adresser à des familles qui soient entrepreneuriales, qui est donc une culture entrepreneuriale, mais donc des individus, des familles,
une culture entrepreneuriale qui soit de la région et qui partage nos valeurs et nos missions. Ça a été les critères. Et donc, nous avons eu 4 familles de la région entrepreneuriale qui nous ont rejoints. Donc, ça reste une entreprise familiale, mais familiale avec un S. Et ça, c'est assez récent, mais ça nous a apporté non seulement des moyens, mais également un certain dynamisme, une ouverture des réseaux. Et voilà, on est content du choix. Super, et c'est vrai que j'entends donc que cet ancrage local est assez important pour vous deux finalement. Oui. Donc, très intéressant. Et peut-être par rapport à la croissance que vous générez aujourd'hui, ben voilà, quels sont peut-être les générateurs de croissance essentiels que vous avez aujourd'hui dans vos entreprises respectives? Et je commence par toi, Brigitte. Je dirais que quand on a voulu redynamiser la société et donc lancer un programme de redéploiement, on s'est posé des questions sur qui sommes-nous, donc des questions vraiment sur notre identité, nos missions. Et la conclusion, c'est qu'avant tout, on est là au service d'un site exceptionnel. Et donc, la croissance, elle a été d'abord sur le site lui-même. C'est-à-dire, le site pour nous, c'est la grotte qui est exceptionnelle. Et c'est son écrin. Et l'écrin, c'est le parc qui recouvre en fait la grotte. Et donc, qui sont vraiment uniques. Et donc, on a vraiment cherché à les sublimer encore plus, mais à permettre aux visiteurs de vivre une expérience différente. Puisque le visiteur évolue. La grotte et le parc, eux, n'évoluent pas, c'est la nature, mais le visiteur évolue. Et donc, on a cherché comment est-ce qu'ils peuvent vivre ça autrement. Et donc, au niveau du parc, c'est surtout passé par la promenade à pied. C'est tout simple, mais en fait, le parc se visite en safari-car. Or, nous voulons donner une expérience de nature authentique. Et donc, on s'est dit, il faut que ces beautés puissent être vues à pied, parce que quand on se promène à pied, c'est une expérience multisensorielle, donc beaucoup plus riche. Et donc ça a créé un engouement pour le parc qu'on a surtout vécu les 2 dernières années maintenant avec le Covid. Et ça a été quelque part aussi notre salut. Et au niveau de la grotte, là, il y avait une contrainte. Quand on est arrivé, il y avait la contrainte que l'éclairage était complètement vétuste. Il n'était plus aux règles. Donc, il fallait le remplacer. Et donc là, on s'est dit, si c'est pour remplacer l'éclairage, c'est quand même un investissement coûteux, faisons-en une œuvre d'art. Et donc, on a remplacé par du LED, mais avec une société allemande qui est vraiment spécialisée dans l'éclairage des grottes et avec les équipes internes qui connaissaient très, très bien les grottes. Et donc, il y a eu toute une réflexion sur comment illuminer une grotte pour la mettre en valeur. Et donc là, on a utilisé une contrainte comme une opportunité. Super. Et ça donne très envie d'y retourner, en tout cas aux grottes de Han. Ça fait longtemps que je l'ai pas été. Merci Brigitte. Et Axel, chez toi, quels sont les générateurs de croissance les plus importants aujourd'hui? Alors nous, c'est l'équipe et l'innovation. C'est un secteur qui bouge beaucoup. Je veux vraiment que la société soit toujours avec une longueur d'avance sur la concurrence. On est petit par rapport à nos concurrents américains ou asiatiques. Donc, il faut qu'on se démarque par notre créativité. C'est la force, je pense, en Wallonie. Et grâce à ça, je vais dire notre R&D, c'est 25% des effectifs, donc c'est énorme. On est bien aidé en Wallonie là-dessus, sinon on ne pourrait pas se le permettre. Et je me vois toujours, ou je nous vois l'équipe un peu comme les explorateurs au XVIIe ou au XVIe siècle. Tout n'est pas exploré, il reste des zones à aller voir. Et c'est un peu la même chose maintenant pour nous, mais dans le monde de l'infini petit. Donc on va faire des choses qui n'existent pas encore, créer des nouvelles texturations, des nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment générateur de croissance parce qu'on vient nous chercher de la Silicon Valley ou du Japon pour ce qu'on met en place. Et ça, on le protège aussi beaucoup par brevet. On a 107 brevets, 18 familles de brevets. Pour une petite PME, en Belgique, c'est pas trop mal. Et tu parlais des problèmes de croissance. Nous, la croissance, elle est très importante, 27% chaque année depuis 8 ans. Ça veut dire que chaque année, on engage un quart du personnel. Donc, c'est vrai que la partie recrutement est très importante parce qu'on va devoir faire venir ces talents. Et l'autre chose, c'est au niveau finance, on va devoir avoir des moyens pour financer notre BFR. Donc ça, il faut chercher toujours des nouveaux moyens pour financer notre croissance. Et enfin, c'est la logistique, parce qu'il nous faut aussi changer de bâtiment tous les 5 ans. On double ou on triple la superficie tous les 5 ans. Donc,
quand on a terminé un bâtiment, on doit déjà penser à l'extension. Donc voilà, ça demande des problèmes et qui sont des bons problèmes. Tout à fait, ça fait rêver, effectivement. Peut-être justement, Brigitte parlait de Covid, mais je continue peut-être avec toi, Axel, 2 minutes, et je repasserai la parole à Brigitte après. Mais à côté des défis, je dirais, classiques, entre guillemets, de la croissance, quel défi a représenté ou quelle opportunité a représenté le Covid pour l'ASEA et pour toi? Alors le Covid, pour nous, ça a été au début assez terrible parce que notre société fait plus de 90% à l'exportation. Et donc, non seulement on a eu le confinement avec les équipes qui ont dû rester chez elles, mais on ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus accueillir nos clients, on ne pouvait plus partir installer les machines. Pour ça, encore bien qu'on avait une filiale pour nous remplacer pour aller installer les lignes de production. Mais on a eu vraiment un creux pendant 3 mois, pas de commandes, ni du Japon, ni des États-Unis. Vraiment, c'était une crise globale. Et donc, on en a profité pour un peu se réinventer. Donc, les nouveaux moyens technologiques, comme pour le moment avec Teams, avec Webex, j'en ai profité pour faire des grands brainstorming au niveau de tout le personnel. Donc, avoir une centaine de personnes dans un brainstorming, c'était assez amusant. Et puis, de les faire travailler en petits groupes sur nos nouveaux produits, une réorganisation de la société. Ça, c'était vraiment extrêmement intéressant et ça m'a permis de garder le contact finalement avec mes employés dans cette période un peu troublée. Mais ça a été une opportunité parce qu'on s'est rendu compte que le télétravail était finalement très efficace. Et sur Liège, finalement, on travaillait en distance. On s'est dit, ça revient exactement à la même chose que de travailler avec nos collègues en France ou à Bordeaux, en Suisse ou aux États-Unis. Bon, le problème du décalage horaire. Mais pourquoi pas changer complètement l'organisation et au lieu de travailler en structure par pays, finalement faire une nouvelle organisation, mais un seul groupe où on travaille par service, par compétence. Et ça a apporté une, une quantité d'idées, 256 idées, que ce soit techniques ou organisationnelles. On a mis en place des plans d'action pour les appliquer et je suis déjà la partie organisationnelle est en place, mais maintenant les nouveaux produits vont apparaître fin d'année et donc j'ai hâte de voir nos nouveaux petits bébés de fin d'année qui vont être extrêmement innovants. Donc, non seulement ton personnel est actionnaire, mais il participe aussi à la vision, à la création de la vision de l'entreprise. Donc, c'est Bien tout à sûr, fait chacun intéressant. apporte sa brique. Tout à fait. Et merci Axel. Et Brigitte, au niveau peut-être toi du Covid, tu nous as déjà expliqué un petit peu cette refonte, peut-être du côté promenade dans le parc, etc., et la perception à pied du parc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé dans ta vision, dans votre manière d'aborder le business, entre guillemets, aux Grottes de Han? Oui, en fait, l'année 2020 a été pour nous vraiment exceptionnelle, vraiment extraordinaire, parce que d'abord, on a dû fermer complètement. Donc, ce n'a pas été une année qui s'est terminée en bénéfice, soyons clairs. Mais quand on a pu rouvrir, on a dû se réinventer complètement. On a dû revoir complètement notre mode d'exploitation parce que nos visiteurs étaient entassés au guichet, puis entassés dans les véhicules, il y avait des bouchons dans la grotte, et donc toute la manière de fonctionner était vraiment anti-Covid. Et donc, on a dû, en quelques semaines de temps, se réinventer. Donc, d'abord, on a tous les tickets sur réservation, mais ça change fondamentalement la manière de faire puisqu'on lisse les visiteurs sur la journée. On a revu le trajet de la grotte, on a instauré un trajet plus court avec moins de goulots et en fait, ça plaît mieux aux visiteurs. On a compartimenté tous nos véhicules de manière à ce que chacun soit dans sa bulle. C'est plus qualitatif. On a fait des plus petits groupes, c'est plus qualitatif. On a refait des chemins pour que les gens qui se promenaient à pied dans le parc puissent rentrer à pied sans devoir prendre des véhicules, puisque les véhicules étaient pour nous le goulot d'étranglement. Et donc, on a revu complètement notre manière de faire. Ça a demandé de la part des équipes énormément d'imagination et de flexibilité. Et ça a été un véritable laboratoire, parce que pendant tout l'été, on a testé ces nouveaux concepts et on s'est rendu compte que finalement, on va tout garder et que finalement, c'est pour un mieux. Et donc, on a accéléré toute une série d'innovations que sinon, on aurait dû faire un jour, auxquelles on pensait peut-être, mais en fait, maintenant, c'est clairement pour un mieux. Génial. Je voudrais en venir à la culture de votre entreprise. Les sociétés qui réussissent comme les vôtres et qui se développent ont souvent des cultures fortes. Mais avant toute chose, nous aimerions bien faire participer un petit peu le public.
et vous posez une question sur la culture d'entreprise. Et donc, Johan envoie un premier petit sondage, il y en aura 2. Mais donc, nous vous demandons de répondre rapidement. Parmi les facteurs qui vous fidélisent à votre entreprise, quelle importance a pour vous la culture d'entreprise parmi tous ces facteurs? Est-ce que c'est un facteur essentiel? Est-ce que c'est important, mais pas essentiel? Et est-ce que ça a peu d'importance? Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Ok, merci pour vos réponses. Et donc, quand même 80%, presque 100% en fait, qui nous soulignent l'importance et même le caractère essentiel de la culture d'entreprise. Donc, on a bien choisi le sujet, Brigitte et Axel. Et donc, me reste à vous demander, voilà, quels sont peut-être les grands principes de la culture que vous développez dans votre entreprise, les grandes valeurs, comment l'entretenez-vous, comment la faites-vous vivre? Et donc, on peut commencer par Brigitte. Quand on a un peu préparé cette réunion, Axel avait utilisé, le premier mot qu'il a utilisé, c'était passion. C'est aussi toujours le premier mot que j'utilise. Je pense que tous les employés, mais sans aucune exception, sont passionnés par leur travail. Et je pense que dans le tourisme, il faut l'être, puisque le but, c'est de partager cette passion. Et donc, ça, c'est vraiment la base de la culture. Il y a aussi dans notre métier une grande responsabilisation des gens parce qu'on est très délocalisé. Quelque part, les activités sont éloignées les unes des autres. Et donc, par exemple, quand un guide est devant son groupe dans la grotte, il les met à bord. Et on ne va pas les surveiller pour voir comment il fait. Si quelqu'un est préposé sur sentier pédestre, il est là loin de tout. Et donc, les gens ont pas mal d'initiatives et de marge de manœuvre et participent à la réflexion sur l'organisation. Il y a toujours des choses à améliorer au niveau de l'organisation. Il y a toujours des informations remontées. Tiens, tel visiteur a réagi de telle manière. Ici, un risque sécuritaire. Ici, on perd du temps. Et chacun participe à cette réflexion. Et donc, cette information doit remonter. Et donc, l'amélioration constante fait partie également de la culture de l'entreprise. Très bien. Axel, quelle est ta vision des choses? Pour nous, en fait, la partie passion, comme Brigitte l'a dit, c'est essentiel. On a une forte culture d'entreprise qui est vraiment ciblée sur la partie innovation, la partie créativité, la croissance, l'esprit d'équipe qui est pour moi super important, la satisfaction des clients, l'amélioration continue, c'est une nécessité vu qu'on change beaucoup. Mais l'esprit d'équipe, c'est aussi la clé. Je pense que j'ai réussi à garder un esprit un peu start-up, malgré qu'on est maintenant une très grosse start-up. Et ça, on le maintient avec beaucoup d'activités. Donc, on a beaucoup de team building. Une fois par an, c'est tous les, pas cette année, mais sinon, il y a nos collègues américains, suisses qui nous rejoignent et français qui nous rejoignent en Belgique et on fait 2 jours ou une semaine d'activités ensemble pour créer les liens. Je fais beaucoup de présentations personnelles. Comme je disais tout à l'heure, le fond du personnel fait que je partage en toute transparence les résultats de la société. Donc, chacun peut vraiment sentir qu'il apporte quelque chose à l'aventure. Il met sa brique dans l'édifice et on écoute beaucoup les gens. J'aime vraiment bien écouter les idées. Je pense que tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ça, c'est important pour nous. On a aussi des activités comme la Saint-Nicolas où on fait venir les familles avec une montagne de cadeaux. Enfin, on fait beaucoup de choses pour que les gens se sentent bien. Il y ait un bon environnement de travail parce que l'activité, elle est aussi stressante. Quand vous délivrez pour une des plus grosses sociétés mondiales et que vous devez respecter un délai, on demande beaucoup à nos équipes aussi. Il y a une petite chose peut-être qui est particulière chez nous, c'est que quand on recrute, on a 3 interviews. Bien sûr, la partie technique avec les équipes techniques, puis il y a une deuxième interview au niveau RH pour discuter, et puis la troisième, c'est avec moi. Et donc, moi, je ne vais pas me focaliser sur les choses techniques, il y a déjà eu un accord des services, mais je vais justement regarder un peu si la personne est en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, si elle est passionnée si elle sera passionnée par nos technologies, si elle connaît déjà bien notre société. Donc tout ça, c'est assez important. Et je trouve aussi que dans le travail, pour moi, c'est mon hobby. Donc, je travaille beaucoup. Et
et ça doit rester un plaisir. Et quand je vois qu'un employé ne va pas avoir le sourire à l'ASEA, je suis toujours inquiet de savoir si c'est personnel ou si c'est professionnel. Et donc, je vais discuter avec lui pour voir s'il y a un souci, et puis on va essayer de trouver une solution pour que ça se passe bien. Mais ça, c'est important pour moi. Super. Et donc, j'ai noté effectivement passion comme valeur commune, amélioration continue certainement aussi, transparence, esprit d'équipe, adaptabilité permanente. Donc, effectivement, c'est cet environnement que vous créez qui permet aussi au personnel d'avoir envie de rester et de continuer ce voyage avec vous. Et donc, on va embrayer aussi sur justement le type de personnes que vous recrutez dans votre entreprise et comment est-ce que vous les gardez aussi à côté, bien sûr, du côté culture d'entreprise, et comment est-ce que vous les gardez motivés et comment est-ce que vous leur donnez l'envie de rester à long terme avec vous. Donc, on va arriver à cette question-là. Mais j'aimerais d'abord peut-être lancer le deuxième et dernier petit sondage, en fait, pour demander à nos participants, parmi toutes les compétences professionnelles que vous voyez ci-dessous, lesquelles pensez-vous, donc dans le public, avoir le plus développé au cours de cette année Covid? Et vous pouvez choisir plusieurs réponses. On voit une trentaine de secondes pour répondre. Alors, eh bien, on en parlait il y a quelques secondes, mais le côté adaptabilité est quelque chose qui a été fort développé par tout le monde. C'est vrai que c'était un changement radical et donc il a fallu beaucoup de facultés d'adaptation pour s'y retrouver en ce nouvel environnement Covid. Compétences numériques en troisième lieu, derrière la résilience en quatrième lieu. Communication, très important aussi. Et effectivement, comment s'organiser dans un environnement de travail souvent hybride ou complètement remote. Et puis les facultés de leadership, pas toujours évident non plus d'ailleurs, de guider ces équipes à distance. Donc on va peut-être en parler un tout petit peu aussi avec Brigitte et Axel. Et donc là, peut-être, voilà, Axel et Brigitte, on peut peut-être commencer cette fois-ci par Axel, dans ce côté recrutement, attraction des ressources humaines qui conviennent à votre entreprise, que vous recherchez. Quelle est votre approche au niveau du recrutement d'abord? Au niveau du recrutement, pour nous, évidemment, il y a des compétences techniques qu'on attend, mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi, il y a des soft skills qui sont importants avec la passion, le côté aussi, j'aime bien détecter si, je ne sais pas comment dire ça en français, la partie empowerment. Donc, c'est vraiment d'avoir une certaine responsabilité, une autonomie. Ça, je cherche beaucoup parce que les gens, on les envoie parfois aux quatre coins du monde et il faut qu'ils fassent preuve de, d'autonomie, de flexibilité, d'adaptabilité, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est important. Alors, au niveau des recrutements, nous, on procède par plusieurs moyens. Il y a via. Donc, ça, on utilise beaucoup. C'est le personnel. J'espère que tout le monde se sent bien dans l'entreprise. Donc, ils nous font notre publicité chez leurs amis pour dire, tiens, il y a un poste qui est ouvert, tu veux pas venir? Donc, ça, c'est quelque chose que je privilégie. On travaille beaucoup avec les agences de recrutement. Et quelque chose qui marche très bien aussi, c'est tout ce qui est post sur les réseaux sociaux. Et ça nous permet d'avoir des candidatures qui viennent d'un peu partout dans le monde. On a, je pense, plus de 20% du personnel provient de différents pays, des États-Unis, de France, de Suisse, d'Espagne, du Portugal. Enfin, on est assez diversifié au niveau de l'ASEA, même à Liège, donc qui s'expatrient pour venir dans notre belle cité. Et tu disais aussi comment est-ce qu'on retient le personnel, l'environnement de travail. Je pense qu'on fait des choses qui sont assez passionnantes au niveau technologique, au niveau installation. Quand vous partez installer une ligne de production chez les plus grosses sociétés du monde à la Silicon Valley, et puis quelques mois après partir à Sydney pour installer une autre ligne, ou au Japon, à Tokyo. Voilà, c'est pas tous les travaux. Le travail est vraiment passionnant pour mes employés. Et d'un autre côté, on privilégie beaucoup l'écoute, les entretiens d'évaluation, on fait attention au personnel, on détecte s'il y a quelque chose qui ne va pas ou s'ils ne sont pas à l'aise pour l'une ou l'autre chose. On fait beaucoup de formations internes et externes pour faire continuer à grandir les gens. La société grandit, donc les gens montent aussi en capacité.
Et alors, on fait participer le personnel aux résultats de l'entreprise. On a beaucoup de choses qui sont en place. Le fonds du personnel, j'en ai discuté tout à l'heure. Mais on a aussi des primes comme la CCT 90, si on est en croissance, si on a des bons résultats. On fait des primes d'innovation. Donc, chaque service rend aussi une fiche détaillée sur les employés chaque année qui ont fait preuve d'innovation, mais ça peut être au magasin, ça peut être à l'atelier, ça peut être évidemment les brevets, quelqu'un qui a déposé un super brevet. Et puis on fait un vote au niveau du comité de direction. Chaque directeur doit justifier ou expliquer pourquoi il a choisi telle ou telle personne. Et donc ça, c'est des belles choses qui font plaisir au personnel, je pense. On reconnaît les mérites de chacun. Tout à fait, la reconnaissance, très très important certainement. Et par rapport à toutes les primes que tu accordes déjà, tu peux peut-être encore, je ne sais pas si tu l'as déjà, mais dans le côté référence d'autres bons employés par les employés, d'autres bons employés potentiels par les employés existants. Chez Roberel, par exemple, nous avons aussi une prime pour les employés qui en réfèrent d'autres qui sont engagés. Donc, On le fait aussi. très bien. Et je passe alors la parole aussi à Brigitte pour voir justement, Brigitte, par rapport à ton personnel au Grotte d'Or, mais comment le recrutes-tu et comment le fidélises-tu aussi à long terme? Je dirais que le personnel qui travaille chez nous a évidemment un profil très différent du personnel Bien que sûr. recrute Axel. Et heureusement, comme je disais, il y a la passion qui nous unit. Je veux dire heureusement parce que travailler dans le tourisme, ça veut dire des barèmes bas, ça veut dire des horaires flexibles, travail souvent 6 jours semaine, travail du week-end, vacances scolaires, donc il faut le vouloir. Et, euh, et donc, les gens qui viennent chez nous, c'est vraiment parce qu'ils aiment ça, parce que c'est leur passion. Nous avons une bonne image comme employeur dans la région et on remarque quand même que beaucoup de gens ont envie de travailler chez nous. Et je pense que c'est effectivement, bon, c'est évidemment un très très beau bureau, c'est un très beau site pour travailler. C'est bien d'être au service d'un site aussi beau. Et les gens sont vraiment amoureux du site, que ce soit de la grotte ou du parc. Et donc ça, c'est les motive. Je crois qu'ils sont aussi motivés par le fait qu'il y a quand même un esprit entre nous qui est assez familial, ils ont beaucoup d'autonomie, les gens sont écoutés. Et donc, il y a un esprit d'équipe assez fort, assez familial, effectivement. On a un personnel assez diversifié. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont, je dirais pas, qui n'ont pas des profils classiques, puisque le travail le permet. On a aussi donc pas mal de saisonniers, mais les saisonniers, assez étonnamment, sont très fidèles. Donc, les saisonniers sont ceux qui sont directement liés à l'exploitation, où nous ne pouvons pas nous permettre de les engager en CDI, bien qu'on aimerait bien engager tout le monde en CDI, mais comme on a un cycle, on ne peut pas. Bien sûr. Et donc, la grosse difficulté, c'est de trouver des saisonniers, mais on a beaucoup de gens qui acceptent ce statut et qui donc ont aménagé leur vie en disant en hiver, soit je voyage, soit si je suis dans la restauration, je vais travailler ailleurs, soit je vais au chômage et je travaille à ma maison. Il y en a un qui est artiste, par exemple, et en hiver, il fait son art. Donc, on a beaucoup de profils, je dirais, atypiques, et c'est un grand mélange, et tout le monde s'y retrouve. Et donc, le taux de rétention est très grand, même parmi les saisonniers. Ça, c'est assez exceptionnel. Ouais, super. Mais aussi grâce à vos cultures d'entreprise respectives qui sont très, très fortes. Peut-être juste une anecdote, mais elle est quand même symptomatique. Nous avons, par exemple, parmi nos guides, un certain Harry Lanois, il est 7e génération de guide. Et donc, de même que moi, je suis 6e génération d'actionnaire, lui, il est 7e génération de guide, et donc de père en fils. Donc, il y a vraiment un espèce d'attachement familial, viscéral à la grotte. Très belle anecdote, très bel exemple, Brigitte, merci. Ben peut-être parce on arrive tout doucement à la fin de notre webinaire, on a voulu être efficace et vous l'avez été, mais peut-être important peut-être pour tout le monde ici de partager un tout petit peu votre vision de l'avenir. Et donc, comment est-ce que vous voyez les choses pour les Grottes de Han, pour l'ASEA, pour les prochains mois, les prochaines années?
en termes de développement, en termes d'opportunités et de défis. Et on peut commencer par Axel pour cette conclusion, avant de passer aux questions-réponses. Et puis je donnerai la parole bien sûr à Brigitte ensuite. En 2 minutes ou en une demi-heure? 2 minutes? Je sais que tu peux certainement en parler pendant très longtemps, Axel, mais en 2-3 minutes, si vous voulez bien chacun, Ok. c'est parfait. On est dans le timing. Donc, nous, la sortie de crise Covid, finalement, on l'a vécu au mois de septembre déjà. Donc, même si pendant 3 mois, on n'a pas eu de commandes, on a eu des commandes, mais records fin d'année, ce qui nous a permis d'ailleurs de faire 27% de croissance l'année passée et 44% vu qu'on a profité du Covid pour acheter notre concurrent. Donc, en consolidé, on a grandi de 44%, ce qui était pas mal en période de crise. Donc, nous, la sortie de crise, bon, on y est déjà, on le vit. D'ailleurs, les équipes sont assez débordées au niveau fabrication. Mais ça va vraiment changer notre vie une fois qu'on pourra revoyager. Pour nous, c'est vraiment essentiel. Moi, je n'ai plus été dans mes filiales depuis 1 an. On a un tout nouveau bâtiment qu'on a fait cette fois-ci 3 à 4 fois plus grand. On n'a pas encore pu le faire visiter à nos clients et à nos prospects ou à nos collègues des autres sites. Ça va vraiment changer, je veux dire, notre dynamique commerciale, évidemment, avec le retour des salons. Mais comme Brigitte le disait aussi, c'est des choses qui vont rester en termes de changement d'organisation, en termes d'avoir un seul groupe, d'avoir les moyens de communication qu'on utilise aujourd'hui, qui vont faciliter le télétravail. Je pense que beaucoup d'équipes vont rester en grande partie en télétravail. Les gens ont apprécié ce mode et moi j'ai vu que c'était efficace. Donc ça va rester. Au niveau de la vision, pour aller un peu plus long terme, j'ai vraiment hâte qu'on présente nos nouveaux produits fin d'année qui sont issus de ces brainstorming de période de confinement, de voir ce que ça va donner. Je suis persuadé qu'on va avoir un grand succès avec toute l'innovation qu'on a mis dedans et puis les synergies qu'on a créées aussi avec Optech qu'on a racheté à Mons. On va sortir vraiment des produits qui sont au-dessus de l'état de l'art. Et mon l'objectif principal maintenant, c'est une IPO. Donc, je me donne 3 ans pour sortir en bourse. Le marché est porteur. J'espère qu'il le sera encore. Peut-être pas autant dans 3 ans, mais voilà. C'est une très belle opportunité et ça permettra, pour revenir sur une des premières questions, pour moi, si je ne mets pas beaucoup de flottant, de garder un ancrage à Liège tout en ayant les moyens de me développer. Donc voilà, ça c'est mon objectif et ma vision pour les 3 prochaines années. Super, super. Et donc, on sera très attentif à l'introduction en bourse et garder un peu d'argent sur le côté pour investir dans l'ASEA, tout le monde. Merci, Axel. Brigitte, un petit peu ta vision pour les mois qui viennent, les années qui viennent pour les grottes de Han. Je pense que la crise Covid a eu un impact sur les comportements du visiteur, donc du marché, et je pense qu'une partie de cet impact va rester, est devenue pérenne. Donc je m'explique, je pense que les gens ont appris avec cette période de confinement, ils ont appris à regarder autour d'eux, à regarder la nature. Ils ont pris beaucoup plus de temps. Tout le monde aujourd'hui marche, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout le monde se promène. C'est fou comme la marche a explosé partout dans tout le pays. Dès qu'il y a un chemin quelque part, les gens se promènent. Et donc, il y a vraiment une recherche de plaisir, je dirais, plus simple, plus d'immersion dans la nature. Les gens ont été obligés de rester chez eux pendant l'été dernier et en partie pendant cet été-ci, et ils ont découvert à quel point la Wallonie est magnifique. Et donc ça, je crois que ça va rester aussi. Entre autres, énormément de Flamands qui sont en train d'acheter des maisons d'investir parce que c'est tellement magnifique. C'est vrai qu'il ne faut pas aller loin. Et c'est gai de pouvoir passer des vacances près de chez soi, de ne pas avoir tous ces soucis de voyage et autres. Donc les gens se sont rendus compte que ce n'est pas nécessaire d'aller si loin pour passer des belles vacances. Je crois qu'on va de plus en plus vers un slow tourisme. Donc les gens voilà, ils vont vers quelque chose de plus intense, de plus profond, de plus slow. Et donc, entre autres, ça nous pousse, par exemple, à développer tout ce qui est logement insolite. Là, ça, c'est vraiment un axe de croissance pour nous. C'est que les gens veulent rester plusieurs jours en immersion dans la nature et donc, on doit leur donner cette possibilité. Donc, c'est clairement un axe de croissance. Un autre axe de croissance, c'est que les entreprises qui maintenant sortent du confinement, elles veulent faire des team building, elles veulent réunir leurs équipes
Et je pense que comme le télétravail va rester dans les mœurs, il y aura plus besoin de ces moments de réunion. Et donc là aussi, bon, on a toute l'activité pour les entreprises qu'on appelle le MICE, donc les événements d'entreprise. Et je pense aussi que ça va connaître une belle croissance. Donc globalement, je pense que cette crise a entraîné des comportements, des changements de comportement qui vont être pérennes et qui vont dans le sens de ce que nous voulons et que nous pouvons offrir. Bien, peut-être une petite question complémentaire, Brigitte, justement sur le fait de pouvoir revoyager, comme le disait Axel. Est-ce que vous avez une stratégie particulière sur les marchés internationaux pour faire mieux connaître encore et faire venir plus de visiteurs de l'extérieur de la Belgique? Nos marchés étrangers principaux, donc on a quand même 40% d'étrangers, mais les principaux marchés étrangers étaient des marchés de proximité. Le nord de la France, la Hollande, le Luxembourg, un peu l'Allemagne, c'était les principaux marchés de proximité. Nous avons toujours eu des visiteurs du monde entier, mais pas en très grand nombre. Et donc, ce sont des marchés qu'on est en train actuellement, depuis quelques années, vraiment de prospecter activement parce que les Chinois viennent chez nous, viennent en Europe et cherchent ce genre d'expérience, les Indiens, donc les pays du Moyen-Orient, etc. Donc, on n'est pas un travail de prospection sur ces marchés. Maintenant, on est encore au tout début, sachant que le jour où ça prend, ça peut aller très vite. Donc, on fait un travail sur ces marchés qui a été évidemment là freiné par le Covid. Mais déjà maintenant, on avait justement hier une réunion avec la personne qui est responsable pour ces marchés-là, c'est en train de reprendre. Et donc là, bon, il y a encore un travail à faire, mais ces gens vont venir aussi. D'accord. Et peut-être encore à tous les deux, et je poserai la question à Axel, mais peut-être aussi à Brigitte, est-ce que vous mettez des limites à votre croissance, en fait, volontaire ou pas? Sky is the limit. Pour Axel, the sky is the limit, ok. Non, ce sera mes compétences, je pense. Enfin, il y a un moment où j'estime que je ne serai plus compétent suffisamment pour diriger une société qui est trop grosse pour moi. Et donc, je devrais céder la place à quelqu'un et je resterai peut-être au board pour donner une vision. Mais voilà, il faudra que je lâche les rênes à un moment. Mais je pense que ce sera mes compétences qui seront un peu la limite pour transférer la société à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est Okay. Très notre humble seule de limite. ta part. Et Brigitte? Chez nous, il y a des limites, bien sûr. Il y a des limites physiques. Et donc, on veut gérer une croissance, mais pas une croissance exponentielle, une croissance stable. Et nous pensons qu'il y a moyen d'accueillir en tout cas plus de monde. Donc aujourd'hui, on est environ 400 000 visiteurs. Et depuis le départ, on avait dit qu'on visait 500 000. Mais on a des visiteurs qui peuvent rester plus longtemps. Donc on élargit notre offre. Donc on vise plus d'activités de séjour. On a, par le sentier pédestre, on a fortement élargi la possibilité d'accueillir des gens dans le parc, et c'est quand même 250 hectares, donc là on peut développer d'autres sentiers et tout. Donc la grotte sera probablement le point, le goulot d'étranglement, puisque la grotte c'est quand même un trajet. Et donc si on veut augmenter les visiteurs, la mise sous quota, on l'a fait, et puis on va devoir simplement élargir les plages horaires et élargir la saison. Comme c'est quelque chose d'exceptionnel, si les gens veulent venir, ils ne doivent pas venir à 15 août à 14 heures, mais s'ils acceptent de venir à 9 heures ou même 8h30, pourquoi pas? Donc c'est plutôt comme ça, parce qu'il y a la limite physique du lieu. Tout à fait. Ok, très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette conclusion à tous les deux. Et je vois qu'on a déjà quelques questions, donc je vais vous les poser. Et la première question, c'est une question tout à fait intéressante, évidemment, puisqu'on a probablement quelques personnes de ce type-là dans nos participants. Mais quelles leçons importantes, Brigitte et Axel, pouvez-vous donner peut-être aux entrepreneurs débutants, ou quels conseils peut-être pouvez-vous donner aux entrepreneurs débutants? Je ne sais pas qui veut prendre la parole d'abord. Si tu veux, je veux bien. Ouais. Moi, j'ai conseillé à tout le monde de lancer sa propre société. C'est une aventure qui est stressante, mais super intéressante. Vous avez la faculté de faire finalement ce que vous voulez. Mais je pense aussi que être son propre patron, on va dire, vous avez le pire patron qui existe. Il va être extrêmement exigeant parce que vous allez être exigeant avec vous-même. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le travail qu'on va faire les premières années pour lancer la société. Je pense que souvent, on ne s'en rend pas compte que ça va être
beaucoup travaillé. Euh, une chose que moi j'ai faite et que je n'aurais pas dû, c'est que j'ai créé la société, j'avais fait juste 1 an au Centre spatial de Liège auparavant et je n'avais pas d'expérience de grosse boîte. Donc j'ai appris sur le tard le travail de commercial, de gestion. J'avais des bonnes formations d'ingénieur et d'économiste, mais il me manquait de la pratique. Donc à refaire, j'aurais fait 2-3 ans avant dans une grosse société pour me faire la main. Et enfin, quand vous créez votre société, une erreur que j'ai faite aussi, c'est que je n'ai pas préparé mon capital. C'est-à-dire que j'ai créé la société et j'avais peut-être à l'époque 10-15% du capital de la société en la créant parce que je n'avais pas d'argent. Mais après, c'est quasi impossible d'aller récupérer. Enfin, je l'ai fait, mais maintenant, j'ai une trentaine de pourcents de la société. Mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Alors que si j'avais bien préparé mon entrée, ma création d'entreprise avec peut-être des warrants, une forme de prêt de banque pour commencer mon activité, bah, je serais parti avec plus de facilité. Donc, il ne faut pas négliger le business plan, la capacité financière pour créer, et c'est d'avoir 75% du capital dès que vous commencez votre entreprise. Super, super, merci Axel. Et Brigitte, toi, tu es devenue entrepreneuse au fil de ta carrière. Quel conseil est-ce que tu donnerais justement à ceux qui se lanceraient dans ce type d'aventure? Je crois que c'est important pour tout entrepreneur débutant ou qui reprend une entreprise de se poser la question du pourquoi. C'est la première question que vous avez posée, du why. Donc, nous, on a fait avec toute l'équipe récemment un exercice sur le why. Qui sommes-nous et où voulons-nous aller? Parce que si on ne sait pas où on veut aller et en quoi sommes-nous uniques? Donc, c'est important de prendre le temps de faire cet exercice. Donc, l'entrepreneur qui commence, qu'est-ce qu'il veut apporter d'unique à la société? Et qu'est-ce qu'il a comme compétence unique pour l'apporter à la société. Donc, ce questionnement doit être posé. Et une autre leçon que je voudrais donner, c'est le facteur temps. Donc, très concrètement, moi, je suis arrivée aux rênes de la société en 2011. Donc, comme j'expliquais, on était en érosion de visiteurs. D'abord, on a fait des économies et ensuite, on a réfléchi à comment redéployer. On a mis des choses en place avec peu de moyens. Par définition, on a commencé à mettre des choses en place et ce n'est qu'en 2014 que vraiment on a senti que la croissance prenait. Donc, il a fallu 3 ans et pendant ces 3 ans, évidemment, le conseil s'inquiète, est-ce qu'on continue à investir, etc. Et donc, je dis, il faut du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, en tout cas pas dans notre secteur. Il faut le temps et il faut, je dirais, observer les frémissements. Donc, voir, on met en place telle ou telle chose, est-ce qu'il y a des signes, même si ce n'est pas encore la vraie croissance globale, est-ce qu'il y a des signes que ça marche? Et par exemple, pour nous, c'était très simple. Dès la première année, donc dès 2012, les Wallons ont commencé à revenir. Mais les Flamands et les étrangers continuent à baisser, parce qu'il y avait une tendance structurelle à la baisse. Et une tendance structurelle à la baisse, c'est comme la marée, ça vous pousse vers la baisse. Et donc, ils continuent à baisser. Donc, globalement, non, on était toujours en perte, on n'augmentait pas, on continue à baisser les visiteurs. Mais les Wallons commençaient à venir. Et puis petit à petit, bon, les Flamands sont revenus, puis les étrangers. Mais donc, on a senti un frémissement. On s'est dit, on est dans le bon, on y croit. Bon, ce n'était pas évident. Il fallait que le conseil suive, qu'on continue à investir, alors qu'on continue à perdre des visiteurs. Et donc, il faut vraiment sentir s'il y a des frémissements. Donc, est-ce qu'on est dans le bon? Et si on est dans le bon, il faut y croire et continuer à investir. Très bien, merci pour ces conseils à tous les deux. Une question encore un peu plus spécifique, Brigitte, pour les Grottes de Han qui, on nous dit, sont devenus un acteur majeur du tourisme en Wallonie. Si tu devais peut-être pointer les 2 ou 3 facteurs ou meilleures pratiques qui ont transformé l'entreprise vers ce niveau de meilleur acteur du tourisme en Wallonie, qu'est-ce que tu pointerais? C'est très large comme question, mais je dirais que nous visons l'excellence, puisqu'on est quand même un phare touristique. En Wallonie, on a été nommé patrimoine touristique préféré des Wallons. On a un rayonnement international, on doit viser l'excellence. Et viser l'excellence, ça veut dire viser l'excellence à tous les niveaux. Et donc, quand on améliore quelque chose, c'est comme quand on veut retaper une maison, on améliore quelque chose, alors on voit encore en quoi le reste n'est pas à niveau. Et donc, on est constamment en train de mettre à niveau l'ensemble. Il y a encore un long chemin à faire, mais on doit vraiment se dire,
Nous voulons l'excellence parce que voilà, on se situe par ce que nous sommes, par le site. On est au niveau de l'excellence et donc le site le mérite. Et donc, on ne veut pas faire les choses à moitié. On doit vraiment viser l'excellence. L'excellence ne voulant pas dire nécessairement des choses luxueuses, hein, mais quand on fait quelque chose, on doit le faire bien. Et alors, ce qui est essentiel dans le tourisme et qui est vraiment dans notre DNA, c'est la qualité de l'accueil. Donc, je dis, notre personnel partage sa passion. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit surveiller tout le temps. Quand les gens sont chez nous, ils doivent être comme des invités. Ils doivent se sentir accueillis. On est heureux de les recevoir. On est heureux de partager ces merveilles avec eux. Et c'est à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux, que cela doit se sentir. Et donc, on suit de très près toutes les réactions sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est vraiment dans le tourisme, c'est essentiel de suivre les réactions par tous les moyens, de faire des enquêtes de satisfaction. Et ça nous permet de nous améliorer en permanence. Okay, super. Merci Brigitte. Une question peut-être sur évidemment la différence dans une stratégie de croissance entre une entreprise familiale et une entreprise internationale. Vous représentez chacun l'un des genres. Bon, je crois que vous en avez parlé déjà pas mal, évidemment, au fil de l'entretien d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez de dire par rapport à cette question-là d'un de nos participants? Au niveau de l'ASEA, je ne sais pas si je suis une entreprise internationale. Enfin, si, on est un groupe international, mais l'actionnariat est quand même contrôlé par moi et le personnel. Si on considère que le personnel fait partie de la famille, on reste une entreprise presque familiale. Donc, je ne sais pas très bien la différence. C'est clair que je pense que le fait d'avoir une société qui est toujours contrôlée par son fondateur et le personnel, ça donne une vision qui est plus long terme. Donc, je ne vais jamais penser à, je veux dire, des bénéfices qui sont court terme. Je vais toujours voir sur une vision de 3, 5, 10 ans. Et donc, ça, c'est peut-être la différence. On ne va pas être appelé à faire des profits court terme, on va toujours réinvestir et on réinvestit beaucoup sur le futur de la société. C'est peut-être ça là une différence par rapport à une société qui serait, je vais dire, aux mains de la bourse ou enfin complète, hein, ou d'actionnaires fonds d'investissement. Ce serait plutôt ça, vraiment une vision plus long terme. Okay, très bien. Brigitte, quelque chose que tu veux ajouter? Je rejoins tout à fait Axel sur le long terme. Donc, pour moi, l'entreprise familiale permet le long terme. Il y a un attachement. Et donc, voilà, ce n'est pas le profit immédiat. Donc, ça, c'est vraiment le critère de toute entreprise familiale, qu'elle soit internationale ou locale comme la nôtre. Ce qui est propre à notre actionnariat, qui est un actionnariat, je dirais, historique et nombreux. Donc, c'est qu'on est plutôt dans le style actionnaire bon père de famille. Et donc, on ne va pas pouvoir prendre probablement le même niveau de risque qu'une start-up. L'actionnariat a un niveau de risque qui est assez bas, ce qui fait d'ailleurs qu'on a choisi d'ouvrir à d'autres familles, parce que sinon nous aurions été freinés dans notre croissance, parce que le taux d'endettement ne peut pas être trop élevé. Ce sont quand même tous des investisseurs en bon père de famille. Tout à fait. OK, très bien. Et on arrive tout doucement au bout, mais je voudrais vous poser une dernière question il y en a encore plusieurs qui arrivent, mais je vais essayer d'en combiner deux, par exemple. Première question, c'est ce qui vous est arrivé de tout remettre en question et comment avez-vous surmonté ça? Et en fait, l'autre question est liée aussi au sacrifice que demande l'investissement, un tel investissement dans vos entreprises. Est-ce qu'il y a des sacrifices au niveau privé? Et comment vit-on comment arrive-t-on à vivre la scission privée professionnelle? Mais peut-être d'abord la remise en question, ça vous est arrivé d'y penser, de vouloir faire complètement autre chose, et puis peut-être après le côté gestion privée professionnelle. Pour terminer. Brigitte, tu veux commencer ou je commence? Vas-y Brigitte. Remise en question, je dirais que pour moi, les gros dons, c'est la dernière partie de ma carrière. Hein. J'ai 65 ans et donc je ne vais pas maintenant créer une entreprise ou faire un changement professionnel majeur. Donc, remise en question personnelle de ce que je fais, j'y prends plaisir et je le ferai le temps que c'est nécessaire. Mais
à titre personnel, il n'y a pas eu de remise en question majeure. Au niveau de l'entreprise, comme j'ai expliqué, on s'est remis complètement en question l'année passée. Si c'est au niveau de l'entreprise. Avec le Covid, on s'est mis complètement en question. Très bien, très bien. Et Axel, est-ce qu'il y a eu une remise en question à un moment donné, te dire, OK, Ouais, bien, non. non, bien sûr. En fait, je ne sais pas s'il y a un entrepreneur qui va dire qu'il ne s'est jamais, qui ne s'est jamais remis en question. Justement, je crois qu'il faut se remettre souvent en question. Et la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y a des périodes qui sont extrêmement difficiles, stressantes. Et souvent, on est seul à les vivre parce qu'on ne peut pas tout partager non plus. Et donc, oui, bien sûr, c'est compliqué. Et, euh, et ça rejoint l'autre question de comment sur la vie privée. Moi, je n'ai pas, mon épouse est enseignante, donc elle n'a pas le même parcours professionnel d'indépendant et de goût pour le risque. Donc, c'est jamais complètement évident, mais ça fait un pilier. Donc, je pense qu'il faut quand même se reposer beaucoup sur la famille. Et il y a quelques années, quand on a pris la décision de racheter le fonds d'investissement, voilà, j'ai fait un conseil de famille avec mon épouse, mes enfants. J'aurais dit, bon, voilà, on a deux pistes, une première, une deuxième. Soit je reprends beaucoup des risques, on hypothèque la maison et on y va. Soit je deviens manager d'une société voilà, qui sera certainement vendue un jour ou l'autre. Mais j'ai deux voies, mais la première voie, je vais avoir plus de temps à passer avec vous. Et la deuxième, ça va être un peu comme les 15 dernières années. Il va falloir que je m'y mette parce qu'il faut que finalement, j'aille un retour sur investissement pour que la maison ne parte pas. Donc, c'était des discussions intéressantes et les enfants et mon épouse m'ont dit, écoute, vu ta vie, tu seras jamais heureux si tu fais quelque chose où tu es finalement l'employé de quelqu'un et si c'est pas quelque chose qui te passionne. Donc, j'ai la chance d'avoir une famille où je fais beaucoup de sacrifices. Par les vacances, je ne suis pas énormément présent, on va dire. Mais voilà, c'est ma passion. Ils le savent bien et j'essaie de passer un maximum de temps avec eux, mais beaucoup moins que si j'étais employé ou si j'avais un autre travail. Tout à fait. Tout à fait, merci. Axel et Brigitte, tu veux ajouter quelque chose, ce côté gestion privée professionnelle? Je ne suis certainement pas experte dans l'équilibre privé-professionnel. Ça reste un écartèlement constant. Ce que j'ai vécu ici depuis que je suis au Gredon, je dirais que l'avantage de travailler dans un secteur qui touche tout le monde, c'est qu'on peut en parler assez facilement et que ça touche tout le monde, quoi. Donc, en même temps, ça touche ma famille et mes parents. J'en parlais beaucoup aussi puisqu'ils ont ici vécu l'entreprise et tout. Donc, et encore maintenant, j'en parle souvent. Mais même mes enfants, mes petits-enfants, par exemple, mes deux petites filles, elles ont un abonnement, elles viennent régulièrement, elles me donnent plein de conseils que j'ai déjà mis en place. Et donc, c'est plus facile. Cet équilibre est plus facile quand on peut parler de ce qu'on fait et que les gens, que les enfants, etc., comprennent ce qu'on fait. Ce que je n'ai pas toujours eu dans ma profession. J'ai eu donc d'autres secteurs où c'était trop confidentiel ou voilà, c'était un peu trop abstrait. Et ça rend les choses un peu plus faciles. Mais bon, ceci dit, je ne suis pas experte en équilibre privé-professionnel. Merci en tout cas énormément, Brigitte et Axel, d'avoir partagé votre passion. Je crois que ça s'est vraiment fort bien ressenti dans tout ce webinaire, d'avoir partagé aussi vos conseils, vos expériences. Je veux remercier aussi les participants qui nous ont rejoints et qui peuvent d'ailleurs vous joindre, me joindre bien sûr également. Le plus facile est via LinkedIn pour nous trois. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires pour Brigitte ou Axel ou pour moi-même, à nous envoyer un petit message sur LinkedIn. Vous voyez nos profils ici qui sont là. Je voudrais aussi remercier Trends Gazelle qui nous a permis d'organiser ce webinaire, avec qui nous sommes vraiment très heureux de faire un partenariat maintenant depuis plusieurs années.
les gazelles, ben voilà, elles sont les sociétés les plus en croissance ici sur notre Belgique et qui offrent donc de l'emploi et qui développent l'emploi en Belgique. Et donc, nous aimons beaucoup ce genre d'entreprise puisque nous pouvons aussi alors participer à ce climat économique et à ces développements en tant que partenaire recruteur. Donc, merci à tout le monde. Je voudrais remercier aussi Nora qui nous a aidé au niveau de la logistique aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent appétit, à tous et à toutes, et une excellente après-midi. Et on va clôturer donc ce webinaire.